Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce tout premier épisode hors saison d'Écho de Ferme, je donne la parole à Serge Zaka, célèbre agroclimatologue. Passionné par le ciel depuis son enfance, il revient sur son histoire, sur les travaux scientifiques qu'il mène et ses différentes casquettes, ou plutôt ses différents chapeaux. À mon micro, plusieurs questions sur l'avenir de l'agriculture française, sur la place de l'élevage, sur nos modes de consommation, sur notre assiette en 2050. Quoi produire, comment, pourquoi et pour qui ? Bref, on casse certaines idées reçues. Entre vulgarisation et technicité, Serge évoque les freins et les solutions. Et ce que je retiens, c'est que le climat peut aussi nous réunir. Alors oui, l'épisode est plus long, car il y a un focus sur 3 agriculteurs rencontrés pour avoir sa vision. Et puis, nous terminons avec des confessions intimes sur les menaces qu'il reçoit en tant que scientifique, sur ses opinions politiques et sur ses prochains projets. Alors, j'en dis pas plus, c'est parti. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Merci de prendre la parole dans mon podcast à l'occasion de ton passage dans le Tarn-et-Garonne. Alors Serge, tu es un agroclimatologue reconnu pour tes travaux scientifiques et tes messages d'alerte autour du climat et de l'agriculture. Mais avant, on va commencer par te connaître pour savoir qui tu es. Quelle est ton histoire ? Très rapidement, bien sûr. Alors, j'ai pas une histoire linéaire, je viens de la guerre du Liban. Je suis arrivé en France en 1991, j'avais 2 ans, je ne parlais pas français, je ne connaissais pas la France, mes parents non plus. Et j'ai fait mes études du coup en région parisienne, très loin du milieu agricole. Mais j'avais cette vocation à continuer dans le milieu agricole, parce que en parallèle j'étais chasseur d'orage, mais je voulais aussi adapter mes connaissances en chasse à l'orage au milieu agricole, c'est-à-dire devenir agroclimatologue. On verra tout à l'heure la définition. Donc j'ai fait mes études après en agronomie à Versailles, puis à Dijon, puis mes différents stages dans toutes les régions françaises. Donc je n'ai vraiment aucune origine, on va dire, française, c'est-à-dire agricole, campagne, ou alors je n'ai aucune ville où j'ai habité. On va dire que j'ai habité en région parisienne le plus longtemps, mais là j'habite à Montpellier et je travaille donc sur l'impact du changement climatique donc, t'es sur arrivé l'agriculture. en France, tu avais 2 ans, tu as fait ton parcours classique et tu as commencé quoi comme type d'études ? Tu es parti directement en filière scientifique, j'imagine ? Oui, en filière scientifique, j'ai fait une bac S classique, puis ensuite j'ai fait une prépa, et puis ensuite j'ai fait une école d'ingénieur agronome. Parce qu'en parallèle, j'ai 2 voies. J'ai mes études en agronomie et j'ai ma passion en climatologie. Et à la fin, je voulais vraiment mettre au service mes connaissances de la climatologie à l'agriculture, et j'ai fait une thèse en agroclimatologie à l'INRA de Poitiers. Alors, elle vient d'où cette passion pour l'agronomie et celle pour la climatologie ? Il y a des origines différentes. La climatologie, j'ai pas vraiment d'explication. Parce que je suis né, déjà à 5 ans, je regardais le ciel. À 9 ans, je faisais mes relevés météo. À 13 ans, je voulais être chasseur d'orage. Et à 15 ans, j'ai chassé l'orage. Ah oui, t'étais précoce Je dans savais déjà ton ce âme que de je voulais. scientifique. Voilà. Exactement. Et l'agronomie, je pense que ça vient de mon oncle. Parce que dans ma famille, personne n'est agriculteur. Vous savez, au Liban, on n'a pas vraiment beaucoup de terres agricoles. Je ne vais pas décrire la situation là-bas. Mais j'avais mon oncle qui avait un très très grand potager qui nourrissait toute la famille. On a encore vraiment cette agriculture vivrière au Liban qui est très présente. Et j'étais assez fasciné de voir les tomates et les courgettes pousser. C'est vraiment parti de là. Et à un moment, quand j'avais les différentes filières à choisir après le bac, je me suis dit, où est-ce qu'il manque de la connaissance climatique pour s'adapter au changement climatique. Donc il y avait l'architecture, la santé humaine, la santé animale, les forêts, l'agriculture, donc tout ce qui dépend du climat. Et moi je me suis dit, je vais me lancer dans l'agriculture parce que du coup ça rejoint un petit peu ce que mon oncle faisait et surtout ça me plaît, voilà. Alors tu précisais à l'instant que tu es chasseur d'orage. C'est quoi un chasseur d'orage ? Il y a plusieurs vocations. Je viens souvent d'ailleurs à Castel-Sarrazin pour chasser l'orage, c'est pas pour autre chose. Première vocation, côté artistique. Avec la photographie, La photographie, c'est ce qu'on retient du chasseur d'orage. C'est pour ça que j'en parle en premier. C'est un peu la façade artistique, le beau, c'est le résultat. Rendre le côté fascinant des orages, mais le rendre beau. Et donc c'est une entrée en matière sur les réseaux sociaux aussi. Deuxième point,
le côté scientifique. Ça, on le connaît un petit peu moins. Un chasseur d'orage, il va faire des mesures de terrain. C'est comme une station météorologique, mais qui n'est pas fixe, qui se déplace. Inondations éclairs, grêlons géants, rafales de vent, tornades, type de nuages, type d'orage, précipitations intenses, ruissellement urbain. Tout ça, ce sont des choses que les stations météorologiques, qui sont fixes par définition, ne vont pas forcément capter. Et donc, ça a un intérêt derrière dans la protection de la population. En gros, on fait remonter à Météo France des informations qu'ils n'ont pas avec les stations météorologiques de Météo France. Et du coup, les chasseurs d'orage, ils sont en étroite collaboration avec les stations météorologiques et avec d'autres climatologues ? Alors, beaucoup de chasseurs d'orage sont suivis par des climatologues sur les réseaux sociaux ou par des météorologues de Météo France. Et on a une association qui s'appelle infoclimat.fr, c'est l'association des passionnés de météorologie de France. Il y a beaucoup de chasseurs d'orage et qui est partenaire de Météo France. Donc, tous les reports d'observation qu'on fait sur infoclimat.fr sont directement transmis à Météo France. Et dans le cas d'une vigilance rouge ou orange, c'est essentiel. Parce que pour protéger la population, il faut savoir ce qui se passe sur le terrain. Et les chasseurs d'orage permettent de savoir ce qui se passe en temps réel. Et le dernier point, il y a un côté un peu aventurier, d'où ma tenue vestimentaire qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux. C'est l'aspect plus personnel d'adrénaline, de recherche de la violence, mais du beau en même temps. Et c'est un peu comme les personnes qui sautent par parachute. Ils veulent réessayer parce qu'il y a une certaine addiction aussi à l'adrénaline. Bah, les orages, c'est exactement pareil. C'est aussi le fait de se déconnecter de la recherche scientifique. C'est vraiment le seul moment de ma vie où, quand je suis pas avec mes enfants, bah, je peux me déconnecter et regarder le ciel. Et là, tu es avec le vivant, quoi. Et là, je suis avec le vivant. Et c'est vraiment ma vocation. C'est pas juste d'être devant des écrans, analyser des images satellites ou alors à faire des simulations climatiques jusqu'en 2100. Mais c'est d'être, tout comme dans une ferme, moi, je suis sur le terrain à analyser le vivant. Ouais. Donc, c'est exactement ce que je veux. C'est beau. Mais effectivement, tu parles de ton code vestimentaire. Tu as une identité visuelle qui est reliée à ton prénom et à ton nom. Un petit côté US, cowboy, c'est lié à quoi ? Pourquoi tu as choisi ça comme identité ? Alors, en fait, j'ai cette identité depuis 15 ans. C'est vrai que en terminale, déjà, j'avais déjà une identité visuelle un peu différente. Il faut savoir que l'agriculture, on pense un peu au cowboy. Donc, chapeau de cow-boy. La chasse à l'orage, c'est très américain. Et ça se fait beaucoup dans les grandes plaines américaines. Totalement, oui. Et souvent, ils ont des casquettes ou des chapeaux de cow-boy. Ouais. Et je trouvais que ce style vestimentaire, mais c'est vraiment pas du marketing, c'est vraiment indirectement. J'ai commencé un petit peu à comprendre. Je trouvais que ça m'allait bien dans mes passions. Voilà, sur l'agriculture et sur la chasse à l'orage. Mais au fil du temps, à force de discuter de ce style vestimentaire, les personnes ont essayé de trouver des explications. Alors qu'à l'origine, moi, j'avais pas d'explication particulière. C'est juste que... C'était qui tu étais. C'était ce que je voulais être. Mais ce que je voulais être, indirectement, ressemble à ce que je fais maintenant. Alors que c'est venu bien en amont. Hein. Je m'habille comme ça depuis 15 ans. T'as plusieurs chapeaux ? J'ai le même chapeau. Le même modèle, on va dire, mais je change tous les ans. Tous les ans, je commande mon chapeau du Texas, importé depuis le Texas, parce que c'est un chapeau texan. C'est un vrai chapeau de cow-boy du Texas. C'est un vrai de vrai, qui coûte extrêmement cher, entre 400 et 600 $ suivant les modèles. C'est un vrai de vrai. Donc, c'est vraiment la seule pièce vestimentaire sur laquelle je porte un petit peu d'intérêt. Le reste étant des choses, on va dire, que j'ai beaucoup plus régulièrement. Quoi. Voilà. L'accessoire, je suis obligé de le changer tous les ans. Alors, tu parlais donc de chasseur d'orage, de climatologie, donc tu es agroclimatologue. Ça veut dire quoi être agroclimatologue ? Il y a deux aspects dans mon métier et ça va être facile à comprendre. N'ayez pas peur du terme. Agrométéorologie, agroclimatologie. Deux aspects. L'agrométéorologie, c'est l'impact de la météo sur l'agriculture. Donc le court terme. En gros, dans la semaine à venir, je le traduis en version compréhensible. Est-ce qu'il va geler alors que mes fleurs sont sorties sur mon pommier ? Est-ce que je dois protéger mon pommier ? Est-ce qu'il y a une sécheresse en cours ? Est-ce que je dois irriguer mon maïs ? Est-ce qu'il est prévu plus de 35 degrés ? Je dois protéger mes plants de tomates, mes plants de courgettes, faire de l'ombrage ? Ou est-ce que je dois rentrer mes animaux à l'étable parce qu'il fait trop chaud dehors ? C'est de l'instantané, c'est de la production agricole en cours. L'agroclimatologie, c'est l'impact du climat sur l'agriculture. Traduire exactement les mêmes questions. Est-ce que mon risque de gel après floraison pour mon pommier va augmenter ou diminuer d'ici 2050 ? Est-ce que je dois en conséquence changer de variété de pommier pour adapter ma date de floraison au risque de gel ? Est-ce que mes vaches laitières vont subir beaucoup plus de stress thermique, donc je dois investir soit dans des arbres dans les pâtures, soit dans les étables, avoir une étable beaucoup plus ventilée, beaucoup plus brumisée, beaucoup plus aérée pour rafraîchir un petit peu l'atmosphère ?
Ou pour répondre au cas du maïs, est-ce que le maïs sera toujours présent dans le sud-ouest de la France d'ici 2050, étant donné les problématiques d'eau qu'on aura sur le territoire? Donc l'agroclimatologie, alors l'agrométéorologie c'est plus des agriculteurs, l'agroclimatologie ça fait intervenir les agriculteurs, mais aussi les décideurs, les politiques, des aspects sociaux, des aspects aussi économiques, donc c'est quelque chose de beaucoup plus large au niveau des filières agricoles. C'est à plus grande échelle finalement. Voilà. En 2021, si je ne me trompe pas, tu as été un peu visionnaire avec une annonce que personne n'avait vu venir, mais toi, tu l'as anticipée. Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte, s'il te plaît? Alors je dirais pas visionnaire, j'ai juste fait mon boulot. Parce que visionnaire, c'est vrai, il y a peut-être un aspect scientifique dans le mot visionnaire. C'était vraiment un boulot scientifique. Donc visionnaire, pour moi, c'est pas assez scientifique. Mais oui, j'ai fait mon travail d'agro-météorologue dans ce cas-là. Fin mars, si vous vous rappelez, en 2021, on a atteint les 25 à 30 degrés ici dans le sud-ouest de la France. Et derrière, on a eu une descente d'air froid en avril. Le problème n'était pas la descente d'air froid, parce que le gel en avril est tout à fait fréquent. Le problème, c'était la période de douceur en amont qui a réveillé les végétaux. On appelle ça un faux printemps en science, et qui fait que les végétaux étaient en avance, et donc plus sensibles au gel du mois d'avril. Normalement, il y a 40 ans, le gel serait descendu sur des végétaux fermés, les bourgeons fermés, et du coup, il n'y aurait pas eu de dégâts, on n'en aurait pas parlé. Mais là, le fait qu'avec le changement climatique, il fait de plus en plus chaud au printemps, nos végétaux se réveillent plus tôt. C'est un fait, 14 à 15 jours suivant les espèces, entre pommiers, poiriers, pruniers, la vigne également. Et du coup, en fait, j'ai fait mon boulot, c'est que voyant la végétation se réveiller, j'ai lancé l'alerte quand j'ai vu la descente d'air froid dans les prévisions météo. Alerte qui n'a pas forcément été lancée ni par Météo France, ni par l'INRA, ni par le ministère de l'Agriculture. Comment ça se fait? Puisqu'ils n'ont pas forcément de pôle, on va dire, d'agrométéorologie grand public, d'agrométéorologie grand public pour la semaine à venir, quoi. Météo France, ils sont concentrés sur les prévisions météo, donc c'est de l'aspect physique, pas forcément biologique. L'INRAE, c'est de la recherche aussi, ils sont pas forcément sur l'instantané, mais plutôt sur des productions extrêmement pertinentes, mais pour les années à venir. Tandis que le ministère de l'Agriculture n'a pas de structure d'alerting météo. Il n'existe pas de structure d'alerting météo en France, et jusqu'en 2025, il n'existe pas. Donc je l'ai créé et c'est gratuit, agrométéorologie.fr. Alors j'aurais pas fait une meilleure transition parce que ma prochaine question c'était exactement ça. J'allais te demander sur quoi tes travaux s'orientaient aujourd'hui et notamment de nous parler d'Agroclimat 2050. Je t'en prie, raconte-nous. J'ai commencé par agrométéorologie.fr qui est une plateforme gratuite que je développe avec mes fonds propres. C'est généralement les fonds que j'ai récoltés en conférence. Je les réinvestis pour le milieu agricole, donc de façon gratuite. Donc c'est 80 000 euros pour l'instant sur un an, donc c'est quelque chose, hein, mais je le fais de façon bénévole et gratuite. Donc en gros, il peut se connecter n'importe quel agriculteur ou des personnes qui ont un potager dans le jardin ou la petite mamie qui taille son figuier dans le jardin tous les ans. Tout public. C'est tout public. Et donc on peut se connecter, on choisit si par exemple je suis un éleveur de vaches laitières, je prends vaches, je prends stress thermique, donc les canicules à venir, et je prends la perte de production lait associée à la canicule. Et donc s'il n'y a pas d'action qui est faite de ma part, je perdrai 7 à 12% de production par jour parce que les vaches auront trop chaud. Donc ça permet d'avoir une cartographie de la France tous les 1 km². C'est juste énorme en termes de cartographie. Et ça va dire les risques de perte dus au gel quand mon pommier a fleuri par rapport à la puissance du gel prévu la nuit prochaine. Les risques de perte de vitesse de croissance du maïs s'il y a une sécheresse en cours, si je n'irrigue pas. L'évapotranspiration de mon pois protéagineux, de ma tomate, de ma courgette, de mon blé. Donc c'est l'eau qui repart dans l'atmosphère et que je dois ensuite rapporter par irrigation. L'indice hydrique des sols, ce qu'on appelle la sécheresse, le pourcentage en fait de remplissage en eau du sol. L'indice des feux de forêt, la vitesse de croissance irriguée, non irriguée, les brûlures foliaires pour les légumes, les brûlures des fleurs pour les tomates, les courgettes. Et tout ça appliqué au monde végétal, mais aussi à la forêt. Du coup, le bouleau, le peuplier, et aussi aux animaux d'élevage, le risque de perte de ponte, le risque de perte de lait, donc les maladies, il y a aussi les maladies, voilà, il y a de le quoi mildiou. faire, quoi, finalement. En gros, il y a plus d'1 million de potentiels possibles, c'est-à-dire que on a 6 modèles de prévision météorologique. Ensuite, on peut choisir arbre, et dans arbre, on a 25 espèces. Et donc, en fait, il y a 1 million de combinaisons possibles, donc 1 million de cartographies possibles, et c'est le seul site d'alerting agricole, agro-météo, donc à court terme, dans le monde.
Et les Voilà. données, du coup, elles remontent des stations météorologiques que tu recroises aussi avec tes prévisions. C'est un espèce de savant couplage entre la météo et l'agriculture. C'est-à-dire que les données, on les récupère pas de stations météorologiques pour l'instant, parce que les stations font le passé. Moi, je fais la prévision. Donc, on les récupère des plus grands, prestigieux centres de recherche météorologique du monde. On récupère les données de prévision dans les prochains jours. Et on applique les équations scientifiques Et après, obtenues tu par des croises. scientifiques, voilà, sur les vaches, sur le poulet, sur tout ça. Donc c'est des équations obtenues par généralement l'INRA et Arvalis, voilà, des grands centres de recherche qu'on connaît tous. Et je fais juste que croiser les informations. Et c'est là où c'est vachement intéressant, parce qu'on remarque une double science, peut-être plus intéressante que chaque science pris séparément. Et c'est là où c'est hyper intéressant aussi pour nos jeunes qui nous écoutent, s'il y en a, eh bien, faire un double cursus, c'est beaucoup plus valorisable sur le milieu du travail ou dans la recherche ou dans d'autres domaines que juste travailler sur la météo ou l'agriculture. Travailler sur les deux, c'est ce qui nous manque en fait Oui, beaucoup c'est en des Europe. visios complémentaires finalement. C'est ça. Serge, je te propose d'aller un peu plus en profondeur sur des sujets agricoles, vu que c'est aussi le sujet de mon podcast. Alors, les défis dans le milieu agricole, on les connaît. Dans ma saison, j'ai rencontré plein d'agriculteurs et d'agricultrices qui m'ont fait des remontées terrain. Il y a les enjeux sanitaires, climatiques, administratifs, de rentabilité. Bon, ça, on les a en tête. Ici, l'objectif, c'est d'avoir ton regard scientifique. Une préoccupation permanente chez les agriculteurs et agricultrices, c'est l'avenir de l'agriculture française. Alors déjà, l'agriculture française a un avenir. Il y a juste à peine 2 heures là, je bosse sur la pomme golden en ce moment, la variété golden. Et donc effectivement, on a une évolution de ce qu'on appelle la biogéographie de cette pomme. Je commence par un exemple, mais ça va vous donner une idée de tout le reste. Donc une évolution de la biogéographie, l'aire de répartition de la culture de cet arbre, donc il remonte de plus en plus au nord. Et j'ai été hyper étonné. Dans le nord-est de la France, on est en vert fluo, en gros, 100% de réussite de la pomme golden. Allemagne, Pologne, Danemark, Suède. En fait, ça remonte, le potentiel de culture remonte. Ça veut dire que dans certaines régions françaises, on garde un potentiel de culture éventuellement sur d'autres cultures. Donc, premier point, pour répondre à cette question, la biogéographie, l'aire de répartition des cultures. Lorsque dans le meilleur des mondes, on regarde ce qui se passe d'ici 2100 en France, au niveau des données climatiques, on voit qu'il y aura toujours de l'agriculture. Il y aura par exemple des olives, de la patate douce, de la tomate, de la courgette, du sorgho. Il y aura toujours un peu de maïs dans le sud-ouest de la France. Il y aura du blé aussi, peut-être du blé dur d'ailleurs dans le sud-ouest de la France. Il y aura peut-être moins de vaches laitières, mais plus de chèvres, d'ovins, caprins sur le territoire. Le pruneau d'Agen, on n'est pas très loin, Oui. lui pourrait remonter sur le nord de la France. À la place, on aura de l'abricot, de la pêche. Tout ça pour vous dire, on est capable d'avoir une souveraineté alimentaire en France jusqu'en 2050, voire 2060. Je dirai après ce qui se passe, mais au moins jusqu'en 2050-2060, on est capable de le faire. Si on produit déjà, pour commencer, la bonne chose au bon endroit. Le climat de Castelsarrasin, le climat ici autour de Toulouse va se méditerraniser. Quand on part en région méditerranéenne, qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit du maïs, du colza, du blé ? Non, on ne le voit pas. On voit de l'huile d'olive, on voit des vignobles, on voit du maraîchage et beaucoup d'arboriculture. Dans toutes les régions méditerranéennes, c'est comme ça. Et pourtant, notre première région productrice de fruits et légumes en Europe, c'est le Maroc et l'Espagne. Ils peuvent produire, ils savent le produire. Alors peut-être avec un excès d'eau, d'utilisation de l'eau, qu'on ne le fera pas en France, bien sûr, mais on est capable de le faire, on a le potentiel de le faire. Donc je ne veux pas dire aux agriculteurs qu'on ne produira rien, ou alors qu'on va mourir de faim. Donc premier point, qu'est-ce qu'on produit ? Deuxième point, comment on le produit ? Il y a des techniques agricoles qui permettent de maîtriser le microclimat des parcelles agricoles. Si vous prenez un champ qui est nu, exposé en plein soleil comme à Chartres, exposé au vent aussi, où il n'y a pas d'interculture, où le sol est exposé aussi aux aléas climatiques. Là, c'est un paysage qu'on appelle un paysage séchant et qui s'échauffe. Alors que si vous avez un paysage un petit peu plus de ce qu'on a ici, du côté de la Garonne, pas tous les coins, mais on a beaucoup plus de la présence d'arbres, on a beaucoup plus on maîtrise le microclimat. L'arbre permet de maîtriser le microclimat des parcelles. Le sol permet de maîtriser le microclimat des parcelles. Et l'agriculture qui conserve le sol sous toutes ses formes, soit pas peu de labour, soit du couvert végétal, mais en tout cas il en faudra du couvert végétal, soit des rotations différentes avec des légumineuses dont les filières doivent se développer sur le territoire, sinon on ne va pas faire de légumineuses, eh bien derrière c'est un sol qui est plus frais, un sol qui stocke moins de chaleur et un sol qui stocke plus d'eau aussi. Donc on maîtrise le microclimat. Donc ça c'était le comment et le pourquoi aussi, pour qui ? On a le consommateur. Et là ça sort un petit peu
de l'agroclimatologie. C'est que le consommateur aussi, et le politique du coup qui en découle, il va comprendre que sur le territoire, on va produire différemment. Ça va pas forcément avoir le coût qu'on voudra. On va aussi produire d'autres choses qu'il faudra soutenir en achetant local. Donc pour soutenir ces filières qui se mettent sur le territoire, et il faudra créer tout le tissu économique autour. Ça va pas être simple. Là, c'est plus du rôle du politique que du rôle de l'agriculteur. Mais je voulais le dire parce que je ne veux pas que l'agriculteur considère qu'il doit porter tout le poids de cette transition et que pour moi, la majeure partie du travail, ou du moins l'élément déclencheur, c'est l'argent. C'est le politique. Je reviendrai sur ces questions juste après, ça tombe bien. Donc tu dis qu'il y a un avenir, en tout cas, un avenir qui sera différent, donc avec des nouveaux modèles à développer. Est-ce que tu en as certains que tu peux nous citer comme modèles qui seraient à favoriser ? Alors je vais faire un petit peu d'arbo pour commencer. On est dans la région en plus. Là. Sur l'arbo, dans la région, huile d'olive. Alors là, je suis clair et net. C'est vraiment la culture qui s'adaptera le mieux. Donc c'est changement complet de modèle en réalité. Puisque quand on passe de céréales à l'huile d'olive, c'est changement de matériel, changement de saisonnalité, changement de main-d'œuvre, changement de connaissances, changement de terroir. Enfin, c'est changement de tout. Et ça, c'est les meilleures transitions. C'est les plus coûteuses, mais c'est celles qui sont les plus durables. Pourquoi ? Parce que l'olive, si on prend un champ de maïs, on remplace par un champ d'olivier. C'est 80% d'eau économisée sur le territoire. C'est 7 degrés de plus de résistance à la chaleur. C'est énorme en réalité. C'est-à-dire qu'on a fait une transition violente mais durable. On n'aura pas besoin de la rechanger plus tard. Tandis que pour le maïs, alors on peut avoir des champs de maïs dans la région même jusqu'en 2050, on peut s'adapter. Là, on a de la génétique. Donc la génétique, ça permet de gagner quelques pourcentages d'économie d'eau. On a surtout le sol. Le sol est très important pour retenir l'eau, pour mieux stocker l'eau, pour être plus vivant, pour être plus fertile et pour être moins chaud. Et dernier point, l'eau. L'irrigation. Alors peut-être que certains vont se lever de leur chaise en disant ça, mais l'eau est indispensable à la production agricole et on a suffisamment de collines ici pour avoir des retenues d'eau pour l'agriculture. Je suis pas en train de dire qu'on va irriguer à foison le maïs et faire que du maïs. Même pour l'arbre, même quand vous plantez un olivier, les 3 premières années, au moins, il faut l'irriguer pour qu'il prenne racine. Oui, sinon il démarrera jamais. Sinon il meurt en fait en plein soleil quand il fait 40 degrés pendant 11 jours, comme ce qu'on a eu cette année en août. Ton arbre, ton olivier, il meurt. Il n'a pas pris racine, il meurt en quelques jours en réalité. Et donc, il va falloir de l'eau pour le maraîchage, de l'eau pour aussi l'arbre, puisque l'eau apporte du coup aussi la croissance des végétaux qui apporte l'évapotranspiration. Et ça limite la désertification. Donc oui, il va falloir de l'eau. Je ne suis pas en train de dire qu'on va faire du Sainte-Soline partout en récupérant des nappes phréatiques. Il y a suffisamment d'eau d'écoulement ici, dans la région, pour pouvoir irriguer. Et ce n'est pas de l'irrigation à outrance, c'est vraiment de l'irrigation qu'on appelle de l'irrigation intelligente et de résilience. Donc plusieurs modèles qui sont à développer. Il y a l'agriculture aussi qui est souvent critiquée par rapport à ses émissions de gaz à effet de serre. On pointe souvent l'élevage du doigt, les intrants chimiques. Voilà, il y a différents points qui sont contestés. Quelles options pour réduire les gaz à effet de serre pour l'agriculture de demain ? Alors on a 50% des émissions de gaz à effet de serre de notre agriculture qui vient des émissions de méthane des bovins et des autres animaux, mais en plus petite quantité. On a une très grosse partie qui vient des engrais, je crois que c'est 30% qui vient, 30 ou 40% qui vient des engrais. Et on a 10% qui reste, c'est par exemple le gaz pour sécher le maïs. On a aussi le tracteur qui a besoin d'émissions fossiles pour fonctionner. Donc il faut travailler sur les différents axes. Si on met tout l'argent sur le tracteur uniquement, on oublie tout le reste et ça c'est pas forcément bon. Il faut travailler sur tous les aspects à la fois. Le tracteur électrique a besoin de beaucoup d'énergie pour l'instant pour se déployer et je ne pense pas qu'en termes de technologie actuelle, on soit capable de sortir des tracteurs électriques qui soient aussi fiables que nos tracteurs maintenant. Mais il faudra le faire forcément à un moment, imaginons, mais ça c'est pas mon domaine, mais pour l'instant je pense pas que ce soit au point. C'est pas forcément la priorité, on va dire. C'est pas forcément la priorité. Mais c'est pour ça que je commence par ça, pour montrer que de bonnes idées peuvent aussi être très coûteuses, mais oubliant l'engrais et le méthane. Par exemple, on peut travailler aussi sur les usines qui travaillent cet engrais pour consommer moins de fuel pour faire cet engrais. Je rappelle qu'il faut énormément d'énergie fossile pour faire de l'engrais. Ou alors, on peut être plus intelligent et essayer de limiter l'engrais chimique en travaillant sur une vie du sol plus vivante, sur la présence de l'animal sur le territoire pour fertiliser aussi. Mais pour ça, il faut des animaux. Alors vous allez me dire, c'est pas logique.
parce que je suis en train de dire que 50% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'animal, mais il faut de l'animal pour fertiliser. Et donc, il faut trouver un équilibre sur cette consommation de viande, la faire à la française, je tiens à le préciser, avec des animaux le plus souvent en pâture, si on le peut, et la fertilisation peut être intéressante pour les champs de céréales ou éventuellement les légumes ou éventuellement l'arboriculture. Donc Mais plutôt c'est le favorable lien, à un c'est le modèle lien. de polyculture élevage. C'est ça, c'est le lien entre le végétal et l'animal qui fera, du moins dans nos régions, que nos paysages se complexifient plus, donc on maîtrise le microclimat et qu'on puisse maîtriser aussi la fertilisation. Par contre, il est vrai qu'il faut réduire notre consommation de viande. Et si on regarde la consommation de viande importée, je tiens à préciser que les importations de viande ne sont pas forcément les meilleures viandes qu'on a en France, alors que nous, notre modèle français est quand même un équilibre très intéressant entre l'environnement et la production. Les viandes qu'on importe, par exemple, avec le Mercosur d'Amérique du Sud, c'est pas du tout le même modèle et c'est pas du tout les mêmes émissions. Donc non seulement elles consomment de l'eau pour être produites, en plus, on n'a même pas la fertilisation de ces animaux pour fertiliser nos champs, donc on n'a que la viande qui est l'élément le plus émetteur de gaz à effet de serre, puisqu'en plus elles ont été faites en stabule, et donc beaucoup de maïs, pas forcément d'accès aux champs. Gardons notre viande française. Donc si les consommateurs nous écoutent actuellement, mangez de la viande française. Si vous voulez manger une entrecôte, mangez-la, une charolaise, une aubrac, mais ne l'importez pas de l'étranger s'il vous plaît. Comme ça fertilise nos champs, ça entretient nos paysages, et ça entretient aussi nos agriculteurs. Forcément, c'est lié. Alors, tu as parlé tout à l'heure de génétique. On parle aussi de variétés résistantes dans la recherche pour essayer de trouver des solutions. Est-ce qu'on en est encore là ? Est-ce que cet axe, c'est encore important pour 2050 ? Je suis critique et content de la génétique. Je suis content parce que la génétique a permis, notamment pendant la Révolution verte, entre 1950 et 2000, d'améliorer les rendements, d'avoir besoin de moins de surface. Et du coup, d'avoir plus de forêts, bon, les forêts sont pas encore en très très bonne santé, mais d'avoir plus de surface forestière, moins de surface agricole, plus de pression par contre sur le sol et d'autres problématiques qui vont avec maintenant. Donc la génétique a permis de lutter contre la famine en Europe, surtout après la Seconde Guerre mondiale, et c'est très intéressant pour augmenter nos rendements. Ceci dit, quand on compare l'année 2003, 2025, 2022 à l'année 1976, les pertes de rendement, alors que les sécheresses étaient parfois plus intenses dans certaines régions, les pertes de rendement pour le maïs et le blé sont plus faibles, parce que la génétique a permis d'améliorer cela. Mais on a été trop bloqué dans un modèle de génétique. C'est-à-dire qu'on s'est dit, la génétique va tout améliorer et tout ira bien dans l'avenir. Et c'est ça le problème, c'est qu'on s'est concentré sur une solution, alors que la réponse au problème est multisolution. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On s'est concentré ça en se disant ça va nous aider. Et il y a plein de personnes encore qui disent, vous inquiétez pas, d'ici 2050, on aura des OGM, on aura plein de choses. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que c'est encore une filière avec de l'avenir, d'actualité ? C'est une filière d'avenir, mais c'est utopique de se dire que c'est la seule solution. Et il y a beaucoup trop de monde qui pense que cette technologie, qui est certes intéressante, pourra éviter de travailler sur le sol, de travailler sur les haies, de travailler sur le microclimat des parcelles. En fait, il faut travailler avec les deux. Comme tu disais tout à l'heure, finalement, c'est aussi commencer une réflexion sur un changement de modèle. En fait, c'est lié à ça. Il n'y a pas que la génétique qui va tout révolutionner. C'est aussi chercher un nouveau modèle. La génétique adapté. est justement liée à un non-changement de modèle. C'est un pansement pour le modèle actuel. Alors qu'il faut changer beaucoup de choses dans le modèle. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas de nouvelles génétiques, mais qu'il ne faut pas que ça soit le cœur de la solution. Alors, sans paraître alarmiste, mais restons réalistes, est-ce que on est à l'heure face aux conséquences qui arrivent du coup, par rapport à ce que tu viens de dire ? Non. Et oui. C'est marrant parce que toutes mes réponses sont très équilibrées, mais ce n'est pas volontaire. Oui, mais c'est très bien, tout le monde que c'est des dualités et que tout n'est pas tranché, c'est bien. C'est souvent les tranchées qu'on entend dans les plateaux télé, moi ça m'énerve, Je suis toujours très nuancé. Bon là, j'ai pas fait exprès de nuancer tous mes propos, mais quand même. Et à la fois, c'est compliqué d'être nuancé parce que les gens n'aiment pas ça. Ils ont intérêt à aimer pour m'écouter, parce que les vrais scientifiques, ils sont nuancés. Oui. Du coup, à force de parler de ça, je me rappelle plus de la question. Rappelle-moi la question. Je te demandais si on devait être alarmiste ou pas, ou est-ce qu'on avait encore le temps, oui ou non, tu me disais. Alors non, on est plutôt bon en France par rapport à ces préoccupations-là. On est en avance, mais on va dire qu'on fait partie des pays qui sont le moins en retard sur ces sujets. Mais on est tous en retard. Tous les pays sont en retard, sauf certaines formes d'agriculture qui ne sont pas mondialisées dans certaines régions du monde, mais qui ne nourrissent pas beaucoup de personnes. Voilà, donc nous, on ne peut pas avoir cette forme d'agriculture-là, du moins avec la demande qu'on a actuellement. Il faudra aussi travailler sur la demande
alimentaire et baisser notre niveau d'alimentation, ce qui pour l'instant n'est pas dans mon sujet, c'est plutôt du rôle de l'alimentaire ou de l'éducation. Mais on peut pour l'instant se dire, on peut s'adapter. Jusqu'en 2050, les données climatiques et thermiques peuvent nous dire on peut s'adapter. Et là, je deviendrai un petit peu plus grave et donc plus alarmiste après 2050. Après 2050, lorsque les projections de France plus 4 degrés, les projections officielles de l'État, montrent du 46, 48, 50 degrés à la fin du siècle en Bourgogne, centre, je n'ai aucune source d'adaptation à 50 degrés dans un pays du coup, tempéré. Parce qu'une vache laitière à 50 degrés, elle est morte. Un agriculteur à 50 degrés, il travaille pas. Et il est mort aussi, dans sa cabine. Ah oui, dans sa cabine. Il est mort. Enfin, je suis désolé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. À 50 degrés, on ne peut pas rester 30 minutes en plein soleil dans un champ. Qu'est-ce qu'on fait ? Notre blé, il brûle. Le blé, 25 degrés, il commence déjà à limiter sa vitesse de croissance du grain. 35 degrés, le maïs, il limite sa reproduction des grains. 42 degrés, il y a des brûlures foliaires sur le maïs. 43, 44 degrés sur le sorgho. Quand on a plus d'un jour à 46 degrés sur la vigne, elle perd ses feuilles. Non mais attendez, en un jour, elle perd toutes ses feuilles. 50 degrés, l'arbre est mort. Enfin, il y a un moment, j'ai envie de dire, on a le temps de s'adapter jusqu'en 2050, ça paraît lointain, même si en fait c'est pas le cas pour l'arboriculture et la viticulture, parce que c'est demain, ce qu'on plante aujourd'hui c'est pour 2050. Par contre, la meilleure façon de s'adapter et d'adapter l'agriculture, c'est de limiter les gaz à effet de serre pour pas qu'on ait ces températures après 2050, c'est tout. Mais ça, c'est pas de la faute que de l'agriculteur, c'est de la faute de toute la société, et pas que française, la société mondiale. Voilà. Alors c'est une très bonne transition, parce que j'allais te demander, aujourd'hui, ils sont où les freins ? Pourquoi on n'avance pas ? Est-ce que c'est institutionnel ? Est-ce que c'est global ? Je vais donner des exemples. Génétique, il faut 9 ans pour avoir une nouvelle variété sur le... Donc là, le frein, il est temporel. On a les moyens, on en met plein des moyens, mais il est temporel. Agriculture de conservation des sols, il y a 5 ans de perte de rendement. Quand on change les pratiques sur le sol, on tente de retrouver un équilibre, le matériel, les investissements, la transition. Quoi. Qui les finance ces 5 ans ? Personne. C'est un risque que prend l'agriculteur tout seul, sous sa décision personnelle, alors que l'État pourrait financer ces pertes de rendement. Donc ça, c'est un frein financier. Ensuite, on a énormément de freins sociétaux. Par exemple, sur les réserves en eau, on a l'impression que le modèle Sainte-Soline est le modèle qui va être partout. Alors c'est le pire des modèles, Sainte-Soline, de prendre de l'eau des nappes phréatiques, la mettre en surface pour irriguer justement des open fields. Qu'on soit d'accord, il y a énormément d'améliorations à faire. Mais en parallèle, ça cause du tort aux maraîchers, aux arboriculteurs du sud-ouest de la France, ou aux éleveurs, qui aimeraient bien avoir cette eau. C'est pas pour faire du maïs, c'est vraiment pour nous nourrir avec des fruits et légumes. Donc on a ce frein sociétal aussi. Le frein scientifique, on l'a pas, parce qu'on a les connaissances, on sait où on va et on sait dans quelle direction on va. Par contre, le frein majeur, il est politique. C'est-à-dire qu'on a adopté depuis 20 ans, dans tous les domaines de la société, une politique du pansement. C'est-à-dire que le président est là pour éteindre les feux, pour éviter des grèves. Mais il n'est pas là pour comprendre pourquoi il y a eu une grève, en fait. C'est-à-dire tous les éléments qui ont enclenché ces problématiques agricoles, on ne les anticipe pas. On a une politique du pansement court terme. On n'a pas une politique d'anticipation. Quelle sera la France en 2050 agricole ? Dans quelle filière je dois investir ? Est-ce que j'investis dans la clémentine, le citron dans la région ? Est-ce que j'investis dans l'huile d'olive ? Est-ce que je paye 50% du matériel végétal ? Qu'est-ce qu'il faudrait alors ? Il faudrait que vraiment la politique s'y mette, c'est-à-dire qu'on doit financer une transition. Et quand je dis financer, c'est pas nous donner quelques centaines de millions d'euros, c'est des milliards d'euros qu'il faut en agriculture, c'est pour nous nourrir dans l'avenir, c'est pas juste pour jouer au billes ou pour jouer à la pétanque, c'est pour qu'on se nourrisse de production française. Financer le passage sur une agriculture plus respectueuse du sol, ces 5 ans de transition. Financer les nouvelles filières de territoire, des filières qui soient adaptées au climat futur, mais c'est pas juste financer la plantation, c'est financer tout le tissu économique qui va derrière, les AOC, les IGP aussi sur le territoire pour garder de la qualité. Financer l'éducation à l'alimentation, à nos enfants, apprendre à cuisiner, apprendre nos terroirs, apprendre la saisonnalité, apprendre ce qu'on mange en France et ce qu'on pourrait manger dans l'avenir, c'est du socio-économique
mais que l'agriculteur ne veut pas gérer tout seul. L'agriculteur, il ne va pas travailler sur les manuels scolaires en maternelle pour comprendre comment cuisiner. L'agriculteur ne va pas, peut-être pas en maternelle comment cuisiner, mais au moins en primaire. L'agriculteur ne va pas faire le tissu économique international, régional ou national de son nouveau fromage. Il ne va pas développer des filières tout seul. Il ne peut pas développer ces filières. Donc c'est déjà assez coûteux de faire ces transitions à l'échelle de la parcelle. Mais est-ce que du coup, acheter local, sain et de saison, ça serait vraiment l'unique solution? Est-ce que si on le faisait tous, hop, ça y est, on a tout réglé? Ce ne sera pas l'unique solution. Bien sûr que non. En fait, en achetant local, si je décompose en gaz à effet de serre, 10%, 15% des gaz à effet de serre sont dus au transport. 70%, c'est la façon de produire. Après, il y a le packaging, le supermarché, le chauffage pour cuisiner, tout ça, la restauration, la livraison. 70%, c'est la façon de produire. Donc on peut faire du bio, du pas bio, de la permaculture, mais si ça émet énormément de gaz à effet de serre, c'est pas manger local, c'est pas forcément la meilleure solution. Manger local, c'est très bon pour le tissu économique, mais par contre, il faut regarder comment c'est fait. Donc manger local et comment c'est fait, c'est encore mieux. Par exemple, si je vous achète des tomates sous serre dans le sud-ouest de la France chauffées en plein hiver, c'est du local. Mais ça émet énormément de gaz à effet de serre. Donc moi, ce que je voudrais dire aux consommateurs, c'est manger local par rapport au sociétal, que ce soit pour l'économie du territoire, mais surtout apprendre à comment c'est fait. C'est pas juste regarder le packaging, c'est regarder aussi la saisonnalité des cultures, quelle culture stocke le plus de carbone, l'agriculture de conservation des sols, comment ça agit, comment c'est mieux pour le climat, est-ce qu'il y avait des arbres, est-ce qu'ils ont implanté des haies dans ces parcelles, c'est vraiment se renseigner, et pour se renseigner, c'est pas forcément aller en supermarché, mais aller parler aux agriculteurs du village, ou alors aller acheter dans des coopératives ou alors dans des vendeurs locaux. Se reconnecter au terrain. C'est ça. Mais alors du coup, l'assiette en 2050, si tu te projettes, il y a quoi dans mon assiette? Alors, dans le sud-ouest de la France, ça sera l'Espagne, la Grèce, un petit peu d'Andalousie. En fait, on aura les productions méditerranéennes. Donc on a un régime qui va devenir de plus en plus ce qu'on appelle le régime crétois. Pour être idéal, il faudrait beaucoup moins de viande, mais ça c'est l'idéal, c'est pas moi qui choisis le régime de chacun. Mais en tout cas, sur le terroir, il y aura plus d'œufs, comme en Grèce, comme au Liban. On aura du kaki, on aura de la grenade, on aura du sorgho, on aura de la volaille. Ils mangent beaucoup de volaille aussi, beaucoup moins de vaches laitières parce que c'est très consommateur d'eau et très sensible aux fortes chaleurs. De l'huile d'olive, peut-être de la feta locale, de la bière de sorgho de Toulouse, des biscuits de sorgho de Toulouse. On peut imaginer plein de choses. L'abricot sec d'Agen à la place du pruneau d'Agen. J'ai juste envie de donner plein d'idées. Je ne connais pas vraiment exactement comment sera composée notre assiette, mais je sais qu'il y a plein de potentiel et qu'on peut les développer et que les agriculteurs qui s'installent maintenant, il y a un énorme champ ouvert, plein de portes ouvertes sur qui va faire les filières de demain et qui va créer un petit peu les plats régionaux de demain. Serge, on parle souvent aussi d'une alimentation à 2 vitesses. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dis-moi. J'ai notamment une personne que j'ai interviewée dans les saisons dernières qui disait qu'on risque d'avoir une alimentation à 2 vitesses avec celui qui peut acheter sain, local et de saison parce qu'il a les moyens, il peut se le permettre et il a aussi la culture, il se renseigne et tout ça. Et puis d'autres qui, par faute de moyens, faute de disponibilité parce qu'ils habitent au centre de Paris et acheter peut-être des produits locaux, c'est compliqué, ou faute aussi de connaissances, ne peuvent pas. Et donc, on a 2 modèles de vitesse. Qu'est-ce que tu en penses? C'est déjà le cas, effectivement. C'est déjà le cas. Il suffit d'aller dans les supermarchés. Les promotions, qu'est-ce qu'elles concernent? Il y a tous les produits de première nécessité, papier toilette, les pâtes. Et puis après, gâteaux, chips, apéros, alcool, soda. Les promotions, c'est jamais sur la petite viande charolaise qui pèse toujours, qu'on paye toujours le même prix au kilo. C'est jamais sur le fromage comté de très bonne qualité qu'on retrouve aussi chez les producteurs. C'est toujours en fait sur les produits industriels. Donc, pour attirer la personne qui peut pas forcément payer, elle va prendre les promotions et c'est pas forcément les produits qui sont du terroir. On a déjà une double vitesse au niveau alimentaire et dans l'avenir, je pense que ça sera le cas
dans la politique actuelle? Alors, il y en a certains qui misent sur l'innovation, avec des modèles agricoles, par exemple, hors sol, avec une limitation des intrants, une réduction des gaz à effet de serre, enfin vraiment minimiser les impacts. Par exemple, on a les fermes verticales. Il y en a certains qui disent que ça permettrait en tout cas d'avoir une alimentation contrôlée, locale du coup, parce que ça peut être fait en France, saine parce qu'on limite les intrants chimiques. Est-ce que pour toi, ça pourrait être un modèle à développer en France ? Et qu'est-ce que tu en penses ? Parce qu'il y a des pays, il y a certains pays comme le Maroc, ils commencent à se dire, c'est bien, on envoie nos tomates en France, mais finalement, c'est notre eau qu'on pompe. Exactement. Alors, une agriculture hyper contrôlée, faite parfois en conteneur, faite parfois sous sol, faite parfois sous serre contrôlée, ça peut être une solution pour l'avenir. C'est une des solutions, bien sûr, mais ça ne peut pas représenter tout ce qu'on mange. On ne va pas mettre un champ de blé ou un champ de maïs sous une serre. C'est très intéressant, par contre, pour protéger de la chaleur nos tomates, nos courgettes, pour produire aussi en hiver de la salade, du poireau, du chou-fleur, parce que du coup, sans chauffage, alors tout ce que je dis, c'est bien sûr sans chauffage aux émissions de gaz à effet de serre, parce que sinon... Ça revient au même. Ça revient au même, oui. Mais moi, je dis que la serre, il faut dédiaboliser la serre et se dire, j'en ai une chez moi. Hein. Il faut dédiaboliser la serre non chauffée, je précise, parce qu'en hiver, il fait plus chaud, on peut produire des fruits et légumes sans canicule. Et en été, on peut maîtriser soit par des filets d'eau, soit par les rideaux à l'intérieur de la serre, on peut maîtriser la température. Et donc, ça permet d'augmenter la fenêtre de productibilité au cours de l'année sans forcément utiliser des produits en fait, qui vont émettre du CO2. Ça peut être des serres sous verre classique ou sous tunnel. Le tunnel, ceci dit, lui émettant aussi en plastique des microplastiques et aussi... En tout cas, ce serait complémentaire au modèle que tu C'est complémentaire, mais ça ne peut pas être le centre de notre alimentation. Je ne pense pas qu'il faille se priver de réflexion uniquement pour des raisons idéologiques. Voilà, il faut vraiment avoir toutes les cartes en main. Il y a des cartes qui sont plus néfastes que les autres qu'il faut enlever. Mais il faut garder toutes les solutions sur le territoire qui sont à notre portée de main pour pouvoir le faire. Avant de te prendre des exemples sur mon podcast et des retours terrain que j'ai eus, je voudrais avoir tes retours terrain. On parle d'agriculture, mais autour de la table, souvent, il n'y a pas tous les agriculteurs, il n'y a pas la diversité des modèles agricoles. Les agriculteurs, dans tout ça, quand tu les rencontres, ils te disent quoi ? Moi, le climat, c'est peut-être la seule chose qui met à plat les différentes formes d'agriculture. Parce que quand on a un abricotier en bio, un abricotier en agroforesterie ou un abricotier en conventionnel, il gèle. Voilà, sur la fleur, il gèle. Et en fait, le climat, ça réunit tout le monde. C'est ça qui est intéressant dans mon métier, ça réunit tout le monde. Je pense que dans l'avenir, il y aura une diversité de types d'agriculture sur le territoire, tout comme on l'a maintenant. Mais en tout cas, face au changement climatique, ça réunit tout le monde. Parce que le sol, je prends le sol, c'est une des solutions. En conventionnel, on peut travailler aussi avec plus de couverts végétaux. On peut travailler aussi avec moins de labour ou pas de labour en conventionnel. En bio, beaucoup moins par contre. Par contre, le bio a l'avantage de ramener beaucoup de fumier pour la fertilisation et donc faire vivre aussi le sol. En agroforesterie, par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, on a de l'arbre, on a du stockage du carbone, on a une protection du sol, mais on a un équilibre à trouver entre la partie haute des végétaux et la partie basse, donc l'arbre et la culture principale. Encore un équilibre à chercher, je pense, qui dans le modèle économique actuel qui demande de la production, n'est pas forcément rentable pour l'instant pour un agriculteur, donc il ne va pas forcément s'y pencher. Voilà. Il y a encore beaucoup de recherches, à mon avis, à faire en agroforesterie pour que ça soit intéressant, mais pour moi, ça sera intéressant quand même dans l'avenir. En tout cas, un sujet qui fédère le climat. Oui, ça fédère. En conférence, je peux avoir des véganes et des producteurs, on va dire, très intensifs de production agricole. Je peux avoir des céréaliers comme du petit maraîcher bio. Tout le monde est concerné par le climat. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, ils vont discuter entre eux de leurs problématiques et faire tomber un petit peu ces espèces de guerres qu'il peut y avoir entre les formes d'agriculture qui, pour moi, sont toutes complémentaires. Il ne devrait pas y avoir de guerre à ce sujet. Serge, je te prends 3 exemples que j'ai eus dans Écho de ferme dans la saison précédente où j'ai arpenté l'Occitanie. Le premier, c'est dans le nord de l'Occitanie. Je suis allée voir Maïté en Lozère qui, elle, m'a souligné ses difficultés par rapport à la sécheresse à répétition. Elle fait de l'Aubrac, sur le plateau de l'Aubrac. Qu'est-ce que tu constates, toi, sur cette zone-là ? Alors, plus 11% de surface en sécheresse depuis 1959 en Lozère. Donc, c'est le vrai chiffre de Météo France. Donc, on a une augmentation continue et en pic des indices de sécheresse. On a une diminution de la pluie estivale.
plus une augmentation de la température, donc une augmentation de l'évapotranspiration. Ça veut dire que les difficultés qu'elles rencontrent vont être d'ordre température pour les animaux, ça dépendra de l'altitude de Maïté, mais surtout, c'est la production fourragère qui va poser problème. C'est ça qui pose problème avec la sécheresse. Donc, c'est un constat qu'on a effectivement. Et ce constat, il y a plusieurs types de solutions, bien sûr, à adapter à son contexte pédologique et à son altitude. Soit de la diversité génétique au sein des prairies, donc on appelle ça du ressemis. Semer par exemple de la fétuque élevée, de la luzerne, des choses qu'on ne trouve pas d'habitude dans ce coin de France, qui ont des racines plus profondes et qui vont chercher l'eau en profondeur. Ils vont bien produire au printemps, mais il y aura quand même un creux estival, mais le creux sera moins marqué. Ensuite, on peut avoir de l'apport d'arbres dans les parcelles pour protéger les parcelles justement des excès thermiques en été. Par contre, il faut savoir qu'avec l'arbre, l'herbe va produire moins en hiver, mais ça va mieux protéger les animaux. Pour les stress thermiques pour les animaux, je pense qu'il n'y en a pas trop en Lozère suivant l'altitude, mais ce sera plutôt pour la sécheresse, donc travailler sur la diversité génétique. Il y a énormément aussi de liens avec le végétal. Nous, on parle par exemple de culture intermédiaire à vocation pour les animaux. Dans l'ouest de la France, je sais qu'à Nantes, à Rennes, ils ont aussi ces problèmes de sécheresse, certes moins fréquents qu'en Lozère, mais ils les ont quand même. Ils ont beaucoup plus d'animaux, donc peut-être qu'ils ont moins de problèmes de sécheresse, mais en tout cas, il faut se partager ça avec tous ces animaux. Eh bien, en réalité, ce qu'ils font maintenant, c'est une espèce de partenariat entre végétal et animal, où ils vont aller chercher du matériel végétal entre deux cultures principales et du fourrage, en fait, pour les animaux. Soit mettre l'animal directement dans la parcelle, pour qu'il fertilise le sol aussi au passage, ou soit récolter ce fourrage intermédiaire pour le donner à manger aux animaux. Donc voilà. Autre point, d'ici 2050, en Lozère, on va passer dans un climat pas aride, on va dire semi-aride certaines années. Donc le fait d'avoir des vaches en termes de consommation d'eau et de fourrage sera peut-être très limitant. Par contre, passer sur au vin caprin, ça peut être intéressant, mais là, ça change tout. Oui, ça change tout le modèle. Ça change tout le modèle, mais parfois, il faut se dire, est-ce qu'il faut changer le modèle tant qu'on a le temps maintenant et que c'est dans 30 ans pour préparer dans 30 ans? Ou est-ce qu'il faut le changer dans l'urgence pour des raisons économiques ou pour des raisons climatiques beaucoup trop violentes, mais le changer à partir de 2048, quoi, pour 2050? Voilà. Est-ce qu'il faut se donner le temps quand les choses sont encore propres? Ou alors est-ce qu'il faut le faire dans l'urgence? Moi, je préfère le dire en amont pour se dire que peut-être que la Lozère fera, je vais être violent, hein, mais de la feta dans l'avenir. Peut-être qu'elle fera le futur AOC ou IGP fromage de chèvre du Larzac, je ne sais pas. Il y a le Roquefort déjà sur le territoire. Mais voilà, se dire que on a réussi à se tourner vers quelque chose qui est d'avenir, comme ils le font en Grèce, comme ils le font en Espagne, comme ils le font au sud de l'Italie, ce sera pareil. Deuxième cas, Maxime Margalet qui est dans les Pyrénées-Orientales. Alors, qui fait de la clémentine. Exactement, lui c'est le manque d'eau. Hein. Les PO, on sait très bien que c'est très difficile là-bas. Et donc lui, il s'est dit... Il est visionnaire, on peut dire. Il s'est dit, je plante des arbres pour faire des clémentines. Exactement. Alors, c'est une des solutions. Attention, la clémentine répond à un problème, la température. La clémentine, par exemple, résiste à 7 degrés de plus qu'un pommier, qu'un cerisier, qu'un poirier. Par contre, la clémentine, elle consomme autant, voire même plus d'eau. Donc, la clémentine est très intéressante dans les coins des Pyrénées-Orientales où on a de potentiel d'irrigation même en cas de sécheresse, qui peut être intéressant. Après, on peut ne pas irriguer les clémentiniers, mais la production sera moindre, on va dire, et on sera concurrencé par d'autres régions du monde qui produisent plus avec de l'irrigation. Je parle de l'Espagne, je parle du Maroc. Par contre, après 2050, vu les difficultés espagnoles et marocaines, on a tout intérêt à faire des agrumes en France. Alors, pas que dans les Pyrénées-Orientales, Narbonne, Nîmes, on plante des clémentines de Corse en Nîmes. On a les citrons de Menton qui commencent à chercher à s'étendre un petit peu plus au nord. On a déjà des agrumes qui remontent dans la vallée du Rhône. C'est encore petit, mais c'est une filière naissante qui prendra place, vraiment, quand l'Espagne et le Maroc se désertifieront de plus en plus en 2050. Et économiquement parlant, il y aura une place à prendre. Voilà, on a une place à prendre. Donc oui, il faut se lancer dans les agrumes. Attention cependant, quand il y a des microclimats en Pyrénées-Orientales, il ne fait pas toujours chaud partout, plutôt en bord de mer, s'il vous plaît, parce que les variétés espagnoles, c'est moins 5 degrés, ça brûle, moins 10 degrés pour les variétés françaises, mais on peut encore les atteindre d'ici 2050 dans les Pyrénées-Orientales. Il suffit d'une vague de froid et on perd toutes les feuilles. Je sais qu'est-ce que je dis, j'ai 7 ou 8 agrumes en pleine terre au pied des Cévennes à Montpellier, donc je connais les histoires de gel. Tu es expert aussi. Dernier cas, c'est Mathieu. Il est vigneron dans l'Aude, un département qui est quand même souvent touché aussi par les sécheresses. Lui, il m'a dit une phrase qui m'a marquée.
Il a dit, dans 5 ans, je pense qu'il n'y aura plus de vignerons dans l'Aude. Alors, il y a malheureusement des raisons économiques avant même les raisons climatiques. Le climat, pour une fois, il est secondaire. On a des raisons économiques qui font que les viticulteurs, en fait, dans la région, et même dans toutes les régions de France, ils ont dû arracher, par exemple, des parcelles. Ce qui, d'ailleurs, a été une des raisons pour lesquelles les feux ont avancé aussi vite dans l'Aude cette année, parce que les vignes qui sont à un pare-feu, tout comme les champs de maïs, tout comme peut-être pas les champs de blé, ça dépendra de la saison, mais tout comme les champs de maïs, tout comme les champs de, je sais pas, de sorgho, c'est des coupe-feux sur le territoire. Et donc au final, la vigne qui faisait cet effet coupe-feu, bah, en ayant disparu, le feu est passé. Et effectivement, oui, dans la région, on a déjà perdu 30 à 40% du rendement viticole en Aude et puis Pyrénées-Orientales à cause aussi des sécheresses. Donc là, malheureusement, on a les deux, on a le facteur économique, on consomme moins de vin, on a beaucoup trop de surface par rapport à la consommation, et en plus c'est la région la plus concernée de France par les viticulteurs. De là à dire qu'on n'aura plus de vignes dans l'Aude, je dis non, parce que là effectivement on a des années exceptionnelles où il n'y a pas eu de pluie depuis 3 ans, voire plus, mais dans le cycle en fait des choses, certes on aura moins d'eau au fil des années, mais c'est pas un seuil où, mais à partir de maintenant il n'y a plus d'eau, il y a de l'eau qui va revenir, il y a aussi de la viticulture qui sera toujours présente. On cultive de la vigne dans des régions beaucoup plus sèches que l'Aude, Je notamment transmettrai à Mathieu la ce plaine bon de la message. Bekaa. Mathieu, regarde dans la plaine de la Bekaa au Liban, les variétés, le port architectural que les plantes ont, les écartements entre les rangs, est-ce qu'il y a de l'irrigation ou non, l'exposition, l'orientation des rangs par rapport à la pente. Regarde sur ce territoire-là, au Liban, dans la plaine de la Bekaa, et puis ça te donnera peut-être quelques idées. Je voudrais terminer avec toi cette interview sur une partie un peu plus intime, un peu plus personnelle, on va dire, et un peu confession, si tu es OK. Serge, dans la société, mais aussi parfois dans le milieu agricole, tes opinions, elles peuvent être réfutées, elles peuvent être critiquées. C'est quoi les revendications des opposants que tu as ? Alors, heureusement que j'ai beaucoup moins d'opposants que de personnes qui approuvent le message. Alors, bien sûr, je veux dire, il y a peut-être des erreurs que je fais, des choses, mais il y a une direction à adapter au type de sol, au type du matériel génétique, adapté au terroir. Mais il y a une direction vers de nouvelles filières, vers de nouvelles pratiques qu'il faudra absolument prendre. Après, chacun adapte à son territoire. Peut-être que j'ai des propos que j'ai eus, que certains agriculteurs ont dû se dire « Ah ouais, non, mais ça, ce qu'il me dit, là, ça marche pas sur mon sol. » Bah oui, mais ça marche aussi sur d'autres sols. Donc voilà, c'est adapté au terroir. Moi, j'ai une vision globale, on va dire scientifique, mais je ne suis pas producteur. J'essaye d'aider les producteurs, je ne suis pas producteur. Première opposition, je ne suis pas agriculteur. Mais s'il y avait que les agriculteurs qui avaient le droit de parler d'agriculture, on n'avancerait pas très vite. La recherche, par exemple, génétique, ils sont pas agriculteurs, mais pourtant ils les aident. Dans les chambres d'agriculture aussi, par rapport aux formations qu'ils peuvent avoir, etc., etc. En fait, le milieu agricole est un milieu qui est profondément en mouvement et c'est peut-être le milieu où il y a plus d'interactions avec plein de gens qui ne sont pas du milieu agricole. Deuxième objection qu'on peut avoir, il n'y a pas de changement climatique. Ça, c'est la plus fréquente. 90% des objections que j'ai, il n'y a pas de changement climatique. Là, je vais être clair, je balaye tout ça du revers d'une main et je mets tout ça à la poubelle, puisqu'en réalité, le changement climatique ne s'observe pas que par le thermomètre. Tous les agriculteurs l'observent sur les dates de semis, sur la vitesse de croissance au printemps, sur les sécheresses, sur les dates de floraison, sur les dates de vendange. Je veux dire, il n'y a pas que le thermomètre, hein. On peut le voir aussi dehors. Et donc tout ça, j'ai même pas besoin d'argumenter, c'est direct à la poubelle. Et après, il reste des objections sur le chapeau de cow-boy et sur le physique. Mais là, c'est vraiment quand on est au fond du trou et qu'on n'a plus rien à dire. Tu fais beaucoup de vulgarisation, tu es présent sur les réseaux, tu es beaucoup exposé quand même médiatiquement. Et souvent, tu peux avoir des menaces, du racisme. Tu fais face à du racisme, à de la discrimination. Comment tu vis ça ? Bah, ça a peut-être choqué des personnes, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu des menaces de viol. Alors, je me pose la question de certaines femmes influenceuses, qu'est-ce qu'elles doivent recevoir, quoi. Viol, racisme, je rappelle, je suis libanais. Menace de mort. Donc là, c'est vraiment l'ultime de la stupidité, hein. Et incitation au suicide. Ces 4 faits qui paraissent juste débiles quand on met des commentaires sur les réseaux sociaux sont en dehors de la loi française. Et à tel point que certains politiques ou certains ministères se sont inquiétés de ma situation en tant que scientifique isolé, parce que j'ai mon propre centre de recherche avec mes propres chercheurs, je ne suis pas affilié à un centre public. Et du coup, au final, je suis très isolé, à la fois mentalement, mais physiquement aussi, et psychologiquement, on va dire. J'ai pas je reçois en été, dans les pics de canicule, plus de 1000 insultes par jour. SMS, WhatsApp,
emails, appels, tous les réseaux sociaux possibles et existants, je reçois des menaces. Voilà, j'en reçois plus de 1000. Donc, il y a un moment, faut pas que ça rentre dans l'habitude. Parce que moi, je pense que mon erreur, ça a été de me dire, bah, lui, il veut me violer, ah bah, lui, il veut me tuer, ah bah, comme l'autre qui m'a envoyé il y a 2 semaines. Et en fait, j'ai pris ça comme une habitude. Mais en réalité, on observe de plus en plus une radicalisation des climato-sceptiques. Et on ne sait jamais, peut-être qu'il y en a un qui peut passer à l'acte sur le terrain, comme on a pu voir en Amérique dans certaines conférences. Alors, c'est pas le même niveau de conférence, mais ceci dit, quand on n'est pas d'accord, on peut faire n'importe quoi. Moi, je vais pas aller poignarder ou fusiller un opposant scientifique parce que je suis pas d'accord avec lui. Mais l'inverse n'est peut-être pas vrai. Donc en réalité, oui, j'ai une forme de protection policière qui se met en place avec le ministère de l'Intérieur, qui a vu qu'en fait, cette forme de radicalisation et d'isolement pouvait mener à des problématiques en fait, physiques. On n'est plus sur du mental, on a des problématiques de menaces physiques maintenant, les scientifiques. Donc en 2025, oui, certains scientifiques, pas que moi, et je sais qui, je dirais pas qui, mais certains scientifiques qui parlent de climat sont sous protection policière pour parler du climat en 2025. Comment tu fais pour garder la motivation et te dire « Allez, demain, j'y retourne, je vais bosser ». Ça te démotive pas, tout ça ? Mais non, ça me démotive pas, parce que moi, je suis au contact des agriculteurs qui sont hyper contents de ce que je fais, que ce que je leur propose. Alors, il y a des adaptations à faire, bien sûr, derrière, mais c'est que 99% des agriculteurs, en fait, ils veulent faire évoluer la situation. Il ne faut pas s'arrêter sur les 2-3% de personnes qui vont m'insulter. En fait, ce qui me redonne le moral, c'est ce que je vais faire aujourd'hui à Castel-Sarrazin. Je vais faire une conférence devant le grand public, dans une salle de conférence de village, avec des personnes du terroir, avec des personnes de village. C'est ça qui me donne la foi, c'est que ces personnes-là vont venir me remercier, demander un selfie à la fin, mais ça, c'est que mon travail est écouté en réalité, et c'est pas les quelques personnes qui m'insultent sur mon physique ou sur leur connaissance sur le climat qui va changer cette motivation. Tu citais à l'instant, mais je voulais aussi en parler avec toi, de l'univers scientifique qui est souvent touché, remis en question, voilà. Pourquoi on en est là ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce fait où dans la société, maintenant, les scientifiques, on n'a plus trop envie de les écouter comme avant ? Je sais pas trop. Soit les scientifiques ont été trop catastrophistes à une période et on donnait pas suffisamment d'adaptation et qu'on veut plus les écouter. Soit il y a du catastrophisme parce qu'il y a des guerres partout, que de toute façon on sera mort avant que le changement climatique arrive. Enfin, il y a tout, on entend tout. Hein. Soit c'est parce que c'est un grand complot international et qu'on n'a pas suffisamment de l'éducation pour comprendre les termes scientifiques. Soit c'est parce que le Covid est passé, donc il y en a plein qui ont plus confiance envers les scientifiques et qui confondent doctorat et docteur. Donc vaccin et doctorat sur l'agroclimatologie. Et je pense que le principal aspect, c'est le seul que j'arrive à m'expliquer, c'est qu'on a un problème d'éducation. Pendant 20 ans, pendant toute ma génération à moi, je n'ai eu aucun cours comment utiliser les réseaux sociaux et Internet. C'est-à-dire que toute ma génération, et celle d'au-dessus, parce que mes parents, ils n'ont jamais eu un cours, le nombre de fois où ma mère m'a envoyé des photos de chatons faites sous intelligence artificielle, elle ne savait même pas le détecter. Le nombre de fois où des personnes âgées, plus 50 ans, qui n'ont pas forcément eu une formation scientifique, vont croire quelque chose de complètement stupide sur le changement climatique, comme quoi il n'existe pas parce qu'ils ont lu ça sur un blog. Et en fait, on a un trou d'air de formation scientifique et de formation à Internet qui a fait qu'on a eu la désinformation qui a galopé et qu'on se retrouve par exemple avec l'élection de Donald Trump basée majoritairement sur de la désinformation. Et j'espère que, et c'est déjà le cas, mais j'espère que c'est la génération d'après, on va apprendre l'utilité des réseaux sociaux, ne pas donner les réseaux sociaux en dessous de 16 ans par exemple, l'accès à des sites de violence qui doivent être restreints, à Twitter aussi où tout est débridé. Je veux dire, on l'avait pas à ma génération et donc on sait beaucoup de personnes se sont complètement fait avoir par la désinformation et qui est le principal problème qu'on a actuellement. Tu viens de citer une récente élection, effectivement, où on se parle. Quand tu vois les climato-sceptiques, qu'est-ce que tu te dis ? Et notamment quand tu en vois certains qui sont dans des hautes fonctions. Et on sait qu'au niveau mondial, s'il y a d'autres pays avec des climato-sceptiques, il y a aussi des décisions qui sont prises qui peuvent impacter l'agriculture française. On a vu les accords de libre-échange. Les cours mondiaux dépendent aussi de ce contexte mondial et géopolitique. Qu'est-ce que tu en dis ? Alors je regarde ce qui se passe dans les autres pays par rapport au climato-scepticisme et plus généralement à l'anti-science. Comment est-on arrivé en la première puissance mondiale à interdire des mots comme changement climatique dans la recherche ?
Comment en est-on arrivé à là? Au vu de l'histoire que nous avons vécue dans le monde par rapport aux guerres mondiales et par rapport au fascisme, comment on a pu laisser passer ça dans la première puissance mondiale? Je me pose cette question. Et là, le combat que j'ai sur les réseaux sociaux, pour les Américains, c'est pas forcément pour eux que j'agis. C'est pour éviter qu'il se passe la même chose en France. Vous allez sur le profil, et je l'ai dit, Monsieur Bardella, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, vous tapez le mot climat sur Twitter. Est-ce qu'ils ont réagi à des éléments climatiques? Est-ce qu'ils proposent aux agriculteurs des évolutions pour le changement climatique? Le seul mot climat est utilisé pour le climat de peur dans les banlieues. Il n'est pas utilisé pour le changement climatique. Il n'y a aucune proposition, il n'y a aucune réaction. Et quand je vois Marion Maréchal Le Pen qui nous dit « On ne sait pas si les scientifiques parlent de réchauffement ou de refroidissement il y a 2 jours sur LCI », j'ai envie de dire je veux éviter qu'il se passe la même chose. Je veux que les personnes votent pour des personnes, après de gauche, d'extrême gauche, de centre-gauche, de centre, de droite ou je ne sais quoi, mais des personnes qui parlent du changement climatique pour l'agriculture, pour nos forêts, pour nos écosystèmes. Voilà. Et donc je veux éviter que l'anti-science débarque encore plus dans la politique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je combats. C'est pour que les personnes choisissent vraiment une personne qu'ils aiment bien au niveau régional, au niveau national, mais qui a un vrai débat climatique au lieu de parler seulement des éoliennes et du nucléaire. Serge, tu es sur plusieurs réseaux sociaux, sur des plateaux TV, tu as écrit 2 livres. C'est quoi la suite? J'ai un film en cours de cinéma. Oh. Si tu m'aurais dit un jour que je serais devenu acteur, je t'aurais dit jamais de la vie. Je suis en train de tourner un film de cinéma. J'ai un projet de série, je vais garder secret le sujet. Un peu de suspense, mais tu nous fais du teasing là. Ouais, mais c'est pour les prochaines années, j'ai encore le temps, j'ai que 36 ans. Et un 3e livre, cette fois-ci je peux le dire, c'est je ne peux pas dire l'éditeur encore, mais ce serait sur les 40 fake news climatiques qu'on retrouve les plus fréquemment sur les réseaux sociaux et agro-climatiques aussi. Et juste un recueil en fait de est-ce que la banquise est vraiment en train de reprendre des pourcentages de surface? Est-ce que la sécheresse ne progresse pas en France? Est-ce que le climat se refroidit? Et c'est vraiment à destination des jeunes, comme un petit calepin comme ça, qu'ils auraient pour justement déjouer les fausses informations sur les réseaux sociaux. Voilà. Serge, on arrive à la fin et j'ai ma toute dernière question fétiche à chaque fois. Pour tout le monde, oui. Quel écho veux-tu transmettre aux personnes qui t'écoutent là, comme dernier message? Écoutez les scientifiques. Voilà. Pas que moi, d'autres personnes, pour comparer bien sûr, parce qu'il ne faut pas écouter qu'une seule personne, mais on n'est pas là pour vous embêter, on n'est pas là pour créer la famine, on n'est pas là pour ne plus manger de viande du tout, on est là vraiment pour apporter une vision 2050, et il est vrai que les agriculteurs ont tellement de problèmes, parce qu'on n'a pas anticipé les problèmes de 2025, qui sont bloqués sur le court terme, mais les scientifiques essayent de juste vous tracer un chemin à long terme. On n'est pas là pour vous embêter, on est là pour garantir la souveraineté alimentaire en 2050. Merci Serge pour ta disponibilité, pour tes réponses, ta transparence aussi. Et je te dis à bientôt. À bientôt, merci. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de Ferme.